Bonjour à tous, merci beaucoup. Elle a déjà tout dit, je m'appelle Éric Marillet et je travaille chez Orange France Grand Public. En l'occurrence, le terrain de jeu sur lequel j'interviens, c'est à la fois l'Internet, les applications mobiles. Les applications mobiles, il y en a 52 différentes pour le grand public. C'est la télé avec tout ce que ça suppose, hein, les décodeurs, les smart TV, les applications pour tablette ou pour mobile. Et évidemment, pour faire ça, je ne fais pas ça tout seul. Je fais ça avec une centaine de designers. Je dis plus de 100 parce que ça bouge au jour le jour. On est mardi aujourd'hui et j'ai recruté 3 personnes vendredi. Donc le compte était déjà plus bon. Mais en l'occurrence, pourquoi on est une équipe de plus de 100 designers aujourd'hui chez Orange France Grand Public? C'est parce qu'on est partie prenante d'une quarantaine d'équipes agiles. Alors j'ai cherché beaucoup pour savoir quel mot mettre ici pour équipe agile, projet agile, feature team, équipe agile. Équipe produit, je ne savais pas. J'ai mis équipe, voilà, c'est des plateaux agiles sur lesquels les designers, UX designers, UI designers, product designers, UX writers, toutes les déclinaisons possibles des designers sont partie prenante chez Orange. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, à l'invitation effectivement de la School of Product, je vais vous parler d'agilité. Alors c'est un peu bizarre d'avoir un designer sur scène qui vient vous parler d'agilité, mais il se trouve que Marty m'a fait une super introduction ce matin, je le remercie énormément à lui. Il se trouve que depuis que je travaille avec des agilistes, avec des équipes agiles, et ça fait maintenant pas mal de temps que je fais ce travail-là, leur préoccupation première, c'est une chose, le temps. Ils sont obsédés par le temps, mais vraiment obsédés. Alors évidemment, il y a des questions qui se posent sur le time to market, ou le first time to delivery, ou first time to user, par exemple. Ils sont obsédés par ça. C'est notre produit doit sortir à peu près là quand il sera pseudo-terminé ou quand, en tous les cas, la première version sera terminée. La deuxième chose, c'est qu'ils sont obsédés par la capacité de production. J'avais un talk il n'y a pas très longtemps où on a discuté avec une personne d'accord et on parlait du capacitaire, qui était le mot, le buzzword à la mode. Bah, le capacitaire, c'est jamais que du jour-homme, hein, c'est du temps moyenné avec de l'homme et des finances. Donc à un moment donné, c'est vraiment une des préoccupations très très fortes. Et puis la troisième chose, c'est qu'ils sont obsédés par le planning des itérations. Ça, c'est un truc, quand on est designer, vous savez, quand on rentre dans une entreprise, on dit on va designer, on a des semaines et des semaines, voire des mois et des mois pour sortir un produit, puis dès lors qu'on commence à rentrer en agile, on dit attends, t'es gentil, mais dans 15 jours, on délivre. Donc là, pour le coup, ça pose un vrai problème, il faut vraiment se remettre en question. Pourquoi je fais cette introduction un petit peu sous le mode de la plaisanterie? C'est parce qu'au-delà de ça, et écoutez simplement, rappelez-vous tous les talks que vous avez vus depuis ce matin, le talk de Rachel qui était hyper intéressant sur Spotify, le mot temps, où tous les concepts du temps reviennent en permanence. Et effectivement, l'agilité, théoriquement, c'est pour être un peu plus véloce, un peu plus rapide. Le vrai paradoxe qui se pose finalement à l'ensemble des équipes, c'est de concilier 2 temps différents. C'est d'abord un temps court, celui des sprints, des incréments, peu importe les mots qu'on met derrière, on reviendra d'ailleurs sur un certain nombre de ces mots-là, mais il faut concilier ce temps court et cette obligation de délivrer régulière avec un temps long, ce que j'appelle le cycle de vie du produit, ce que le marketing appelle le cycle de vie du produit. On va sortir une V1 du produit, et puis dans 3 ans, sortira une V2, puis dans 5 ans, une V3, etc., etc. Pour le coup, c'est très difficile de faire le lien entre ces 2 temps, et un certain nombre d'équipes agiles et de méthodes agiles ont tenté de réconcilier ces 2 choses. Il se trouve que chez Orange, alors je suis désolé pour Marty, mais nous sommes en mode safe. Est-ce qu'il y a dans la salle des gens qui travaillent selon l'approche safe ou la méthode safe? Ayez pas honte de lever la main. J'ai failli lever la main tout à l'heure, donc n'hésitez pas à le faire. Il n'y en a pas beaucoup, en fait. Alors, ça tombe bien parce que j'ai prévu une slide pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas la manière dont ça se passe, rapidement comment ça se passe. Avec une vue de designer, vous m'excuserez pour ceux qui sont vraiment précis sur le sujet. La méthode SAFe, elle prévoit un enchaînement de sprints, plus ou moins long. Il se trouve que chez Orange, on a fait le choix de sprints de 2 semaines, qui s'enchaînent les uns derrière les autres. Donc sprint 1, sprint 2, sprint 3, sprint 4, sprint 5. Voilà, ça constitue un lot qu'on va appeler l'incrément. Et puis on va enchaîner les incréments comme ça, les uns derrière les autres. Donc on a des versions qui sortent au fur et à mesure des sprints, puis on fait un point à chaque incrément. Ça fait à peu près 3 mois chez nous. Vous voyez, 2 semaines multipliées par 5 sprints, on arrive à 2 semaines et demie, 2 mois et demi, 3 mois. Et puis pour rythmer ça, on fait ce qu'on appelle un PI planning, un Product Increment Planning. Je vais vous montrer ce que c'est exactement. Et vous voyez, ça s'enchaîne ensuite, tac, ad libidum, avec les évolutions du produit. Le PI planning, et pourquoi je vous parlais du temps, c'est que c'est un élément extrêmement important qui rythme nos vies d'équipe agile, parce que c'est le moment où l'ensemble des personnes qui travaillent dans les équipes agiles sur le produit se réunissent
pour se poser la question ensemble de qu'est-ce qu'on va délivrer et à quel rythme on va délivrer finalement la promesse produit. Alors je me suis glissé en l'occurrence je les fais tous, il y a à peu près 19 trains safe chez Orange à l'heure où je vous parle, donc ça me fait beaucoup de rendez-vous comme ça. Là, c'est un des plus gros produits, en l'occurrence, c'est le produit qui s'appelle Accueil et Espace Client. Pour vous donner à peu près le périmètre sur lequel jouent ces gens-là, c'est ceux qui font l'intégralité du site web orange.fr et l'espace client qui est à l'intérieur. Voilà. Donc ça fait à peu près une équipe de 200 personnes qui se réunit tous les 3 mois, qui sont découpés évidemment en petites équipes agiles, qui se réunissent tous les 3 mois, et qui décident ensemble, en discutant, parfois ardemment, sur dans quel ordre on va délivrer nos éléments sprint après sprint. Donc ils découpent chacune des fonctions, chacune des user stories, et ils les placent dans le planning. Et ça donne un truc qui en termes de design me fascine, le sprint planning. Donc là, on a le planning des 3 prochains mois avec l'ensemble des éléments qui ont été dispatchés en 1, 2, 3 et puis en fonction des différentes fonctions. C'est super, c'est hyper organisé. Comme le disait Marty tout à l'heure, c'est hyper processé. Parce que je peux vous dire que le planning d'un PI planning, en l'occurrence, le schéma qui permet de rythmer ce rituel-là qui dure 2 jours pleins, il est extrêmement précis et c'est au chronomètre près. Mais on obtient au bout de 2 jours un planning complet de tout ce qu'on va délivrer. Alors là, il n'y a pas de données confidentielles parce que c'est quelque chose qui s'est passé avant le Covid, donc autant dire qu'il y a longtemps qu'on a délivré tout ça, donc c'est déjà sur le marché. Et pour le coup, ça pose un problème. C'est-à-dire que finalement, l'équipe, quand elle se réunit, elle réfléchit sur les 3 mois qui viennent. Qu'est-ce qui se passe si je raccourcis le temps et je vous dis, je vous pose la question, vous êtes mon équipe agile, et je vous dis, OK, le produit sur lequel on travaille, il ressemble à quoi dans 3 ans? Et globalement, on raconte quelle histoire dans 3 ans à nos utilisateurs, à nos clients? Là, en l'occurrence, la réponse elle est beaucoup plus compliquée à donner. Pour une raison, c'est que très souvent, cette image, cette idée qu'on a du produit dans l'avenir, elle est un peu floue pour tout le monde. Pour vous situer, dans un PI planning, on démarre par ce qui s'appelle un temps de product vision. Ça s'appelle comme ça. Et là est présenté finalement, voilà le produit qu'on va délivrer, mais en l'occurrence, voilà le produit qu'on va délivrer dans 3 mois, pas dans 2 ans ou dans 3 ans et dans 4 ans. Et ce qui fait qu'une bonne partie des équipes agiles, au bout d'un moment, se pose une question, et d'ailleurs c'était représenté, c'est toujours le même PI planning, hein, c'est pour ça qu'il m'intéressait celui-là. Il y a un des systèmes architectes qui a pris la parole et qui a dit, mais en fait, ça fait plusieurs fois qu'on travaille sur l'amélioration de notre site web, de notre espace client, mais la quadrature du cercle qu'on a à résoudre, c'est celle-ci. C'est-à-dire que nous, on a fait une roue carrée parce qu'il fallait la faire vite. Je suis charrette, donc j'ai fait une roue carrée. Ça permet de rouler mal. Et en fait, ce qu'il fallait qu'on fasse, c'était une roue ronde. Sauf que personne nous a dit qu'il fallait qu'on fasse une roue ronde. Et en fait, cette partie-là, cette difficulté de lier le temps court des sprints et de l'incrément avec le temps long s'apparente. Et je vais vous donner une image qui revient régulièrement dans les discussions qu'on peut avoir chez Orange. À ça. J'ai bien la route pour les 10 prochains mètres. Par contre, c'est le brouillard derrière. Je ne sais pas du tout où on va. Et si je pose la question, et je reprends l'exemple de l'espace client, si je pose la question aux équipes agiles, c'est quoi l'espace client en 2025 ? On est en 2022, donc en 2025, on sera en 3 ans. La réponse, il y a encore quelques temps, c'était, excusez-moi, l'ingénierie du son. Voilà. Personne ne le savait. Il y avait plein de tableaux marketing, il y avait plein de chiffres, il y avait des tableaux Excel qui nous disaient il y a tant de pourcents de clients qui vont faire ci, qui vont faire ça, il y a tant de pourcents de taux d'autonomie, de paiement de factures directement dans l'espace client, etc. Mais à quoi ça ressemble? Personne n'était capable de le dire. Alors nous, on est des designers, enfin je dis nous, l'équipe et moi-même, on est des designers. On s'est dit il y a quand même quelque chose à faire parce que, en fait, cette capacité à se projeter dans l'avenir pour savoir vers quel produit on va, quand c'est des gros produits et qui demandent effectivement comme ça un temps assez long en termes de création et développement, bah ça s'appelle la vision. C'est ça la vision, c'est être capable de se projeter très loin dans le temps pour savoir ce vers quoi on va. C'est un peu l'horizon qui se déverrouille. Alors, selon les méthodes, la vision, je n'ai pas posé la question d'ailleurs, est-ce qu'il y a des designers dans la salle? Voilà, donc travailler sur des visions, est-ce qu'il y a des gens qui sont spécialistes du design thinking dans la salle?
Et un peu moins du coup. Ben, y a des méthodes qui existent. Donc là, vous allez pouvoir m'aider parce que j'en ai juste rassemblé quelques-unes. Alors, il y a d'abord un truc qui est un atelier assez classique qu'on fait souvent sur des ateliers qui démarrent des équipes agiles. C'est un atelier où on fait une vision produit assez synthétique. Ça s'apparente d'ailleurs, SAFe parle d'une carte postale dans la méthode SAFe. C'est une méthode qui existe depuis, je crois, 1995 ou 1991. C'est une phrase sur laquelle on doit remplir un certain nombre de blancs. C'est assez simple à faire. C'est le produit c'est pour, et on note la cible des clients qui répond à telle opportunité. Le nom du produit est le type du produit qui permet, et on note tous les bénéfices, contrairement à, et on note les compétiteurs, notre produit fait ça. Voilà. Et ça permet d'avoir en une phrase, finalement, le sens du produit qu'on veut délivrer en bout du bout. C'est la version la plus simple. Hein. Parce qu'évidemment, il existe d'autres techniques un peu plus avancées en termes d'atelier et design thinking, de réflexion collective, qui sont des choses, alors là, pour le coup, on rentre dans les canvas, les kanban, on adore ça dans l'agilité, tous ces modèles qui permettent de remplir un certain nombre de tableaux, donc la Product Vision Board, par exemple, qui permet, on retrouve les mêmes cases, hein, c'est quoi le produit qu'on veut faire, c'est qui nos cibles, si ça répond à quel besoin, description des caractéristiques objectives de notre produit, et puis les objectifs business, les enjeux business qu'on cherche à résoudre. Donc c'est deux modèles différents, il y en a un plus compliqué que l'autre, mais voilà, ça vous les trouvez facilement. Comme le disait Rachel tout à l'heure, j'ai rien inventé, c'est des choses qu'on trouve facilement sur Google. Donc ça peut prendre une après-midi avec les équipes de construire ça. Mais ça reste un board avec des post-it. Alors la chose la plus imagée que j'ai trouvée en méthode, c'est ça, c'est la boîte. Alors ça, la boîte, c'est magique. Parfois, quand je me promène dans les bureaux de chez Orange, je vois des boîtes comme ça, on dirait des boîtes de cornflakes un peu mal dégrossies. En fait, on fait faire une boîte aux équipes, et c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on imagine, c'est ton produit, si tu le packages, et que tu fais une boîte qui permet de le vendre, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu peux me dessiner, me donner les caractéristiques objectives de ton produit sous forme d'une boîte? Ça permet d'être très synthétique. OK. Ces techniques, elles ne sont pas mauvaises, elles valent ce qu'elles valent, ça permet d'avoir un détourage assez clair du produit, mais ça reste très frustre. Objectivement, ça donne des descriptions, hein. Parfois un lien avec la stratégie, mais c'est simple. Je vais vous poser un exemple. Si je dois vous expliquer Paris, vous préférez quoi? On va faire un vote dans la salle. Vous préférez que je vous donne une carte postale? C'était la première méthode que je vous donnais, hein, la carte postale, très synthétique. Ça, c'est Paris. Vous préférez une carte? Ça, c'est quasiment le plan marketing. Vous pouvez le déplier, vous avez toute la carte de Paris. Super. Alors, il y a le plan un peu détaillé, hein, ça s'appelle le guide. Ou sinon, vous avez la boîte. Il se trouve qu'on trouve des boîtes qui vous permettent d'aller visiter Paris derrière. Vous préférez laquelle? Ça ne vous dit pas vraiment ce que c'est Paris parce que ça manque d'une chose, en fait. Ça manque d'une vraie chose. En fait, ça manque cruellement de côté tangible. Je discutais tout à l'heure au déjeuner avec des personnes d'une grande banque française qui me disaient, en fait, c'est intéressant, quand on se projette sur les projets, très souvent on manque du côté tactile. Alors c'est pas tant tactile que tangible, en l'occurrence, des choses. On a besoin de se les approprier et de leur donner une espèce d'épaisseur, de matérialité. Et puis une vision, ça doit véhiculer de l'émotion. Et là, c'est le manager de designer qui vous parle. C'est que si vous voulez embarquer toute une équipe, alors moi j'ai une practice, en l'occurrence j'ai l'équipe de design, mais si vous voulez embarquer l'ensemble des équipes que je vous montrais tout à l'heure, c'est-à-dire 200 personnes vers un produit qui peut être innovant sur le marché ou qui peut être simplement une meilleure version des produits que vous avez déjà, il faut leur parler, mais quasiment leur parler aux tripes, leur donner l'impression, et ce n'est pas qu'une impression parce qu'ils vont le vivre en plus pour un certain nombre, mais d'être embarqués dans une aventure humaine collective. Donc il faut parler à leurs émotions. Et pour le coup, il faut être incarné et inspirant. C'est pour ça que j'insistais dans la thématique du talk sur l'inspiration et l'incarnation. C'est un élément qui manque cruellement. Et dans la carte postale, le plan, le guide ou la boîte, ça manque de cette incarnation. Et pour le coup, si je dois vous parler de Paris, moi je suis à peu près certain que vous allez préférer ça, qui est un film, alors je ne vous ai pas mis la musique, hein, mais vous le retrouvez facilement sur YouTube, qui est un film qui a été réalisé à la demande de la mairie de Paris par Jalil Desper en 2016, et qui est un petit film sur Paris pour vendre Paris aux touristes étrangers. L'idée, c'est de leur toucher dans les tripes, leur parler aux émotions, leur dire Paris c'est ça et venez le vivre avec nous. Ça marche super bien et ça vous vend tout. Hein. Ça vous vend la haute couture, il y a Alain Ducasse qui apparaît avant la haute cuisine, l'Opéra de Paris évidemment. Vous avez même les fêtes sur les bords du canal de l'Ourcq, vous avez la totale.
Pour ceux qui auront la curiosité, je ne vais peut-être pas le diffuser jusqu'au bout, mais pour ceux qui auront la curiosité d'aller le voir sur YouTube, vous avez même Anne Hidalgo. C'est pour vous dire à quel point ça va très loin. Vous avez tout. Superbe film. Et franchement, ça en dit beaucoup plus sur Paris que simplement avoir eu une carte postale, un plan, avoir feuilleté un guide ou avoir vu la boîte qui était proposée. Pourquoi je vous ai montré cet exemple-là? C'est parce qu'une bonne vision, elle doit incarner 4 éléments forts. Je le redis, c'est une incarnation du futur produit. Elle doit le rendre tangible, elle doit donner une vision de ce que ça va être de manière très pragmatique. La deuxième chose, ça doit donner du sens à l'action. Je vous l'ai dit, ça doit être inspirant et ça doit parler aux tripes. J'aime bien ce concept-là, le gut feeling en anglais. Il faut aller parler à ce que les personnes ont de plus profond. C'est « t'as envie de faire ce projet-là? Super, on va le faire ensemble ». La troisième chose, c'est que c'est un parti pris sur l'avenir. Alors ça, c'est certainement la chose la plus compliquée à faire quand on se projette, par exemple, à 3 ans ou à 4 ans. Évidemment, il y a de l'incertitude. Mais pour le coup, cette incertitude, elle est assumée. On sait que cette vision n'est qu'une vision. Ce n'est pas le produit qu'on va délivrer, et ce sera certainement pas, et on est humble là-dessus, ce sera certainement pas le produit qui existera dans 3 ans. On sera peut-être très en avance, je nous le souhaite, on sera peut-être très en retard, mais en tous les cas, ça nous donne le sens dans lequel tout le monde allons aller. Et puis la deuxième chose, c'est le cap. Et en management et sur le management des équipes produits, c'est hyper intéressant d'avoir ce cap vers lequel tout le monde va se diriger. Parce que sinon, on retrouve très régulièrement des équipes qui vont déployer des morceaux du produit, mais sans forcément être cohérentes. On parlait tout à l'heure de cohérence et Rachel a beaucoup insisté là-dessus. Donc c'est quelque chose qui est vraiment important. Voilà les 4 éléments d'une bonne vision. Alors je fais le malin, parce que ça c'est de la théorie. Et puis tout à l'heure, quand je suis monté sur scène, on m'a dit tu vas nous donner des exemples quand même. Ouais, parce qu'en fait, on l'a un peu fait. Bah oui, parce qu'en fait, les designers, pour faire une vision, ça peut être utile en fait. Évidemment, les spécialistes du design thinking vont être partie prenante, les designers UX, UI et les product designers vont être partie prenante. Et pour le coup, ils vont pouvoir donner un coup de main. Parce que cette idée de la vision, elle existe dans le monde industriel, et d'ailleurs, elle existe même dans le monde industriel qui a inventé le lean. C'est quand même magique. On parle d'aller rapide et d'être au plus près de l'action dans le lean. Et c'est justement l'automobile qui a inventé ce concept, ça s'appelle le concept car. Et il se trouve qu'en plus, je suis dans un timing qui est parfait, puisque le salon de l'auto s'est ouvert là, cette semaine. Donc, pour ceux qui vont avoir la curiosité d'y aller, parce que quand on dit designer, c'est toujours intéressant d'aller voir le salon de l'auto, il y a plein de concept cars qui sont présentés par les différents constructeurs. Qu'est-ce que c'est qu'un concept car? Alors là, pour le coup, j'ai demandé à Wikipédia là-dessus. Je ne suis pas allé très loin. Un concept car, donc anglicisme de voiture concept, est une voiture expérimentale produite en très peu d'exemplaires, généralement un seul. Et c'est massivement un seul, en fait. Afin de démontrer une technologie, des éléments de style ou un mode d'utilisation nouveau. Je vais m'arrêter là. En gros, c'est une vision de ce que pourrait être l'avenir. Ce n'est rien d'autre que ça. Et d'ailleurs, je vais vous en montrer un. Parce que comme on n'a pas pu aller au salon de l'auto aujourd'hui, voilà, je vous ai amené une auto. En l'occurrence, c'est le concept car e-Legend de Peugeot. Le concept car e-Legend de Peugeot, pour ceux qui sont fans d'automobile, est très inspiré de la 504. C'est un peu une espèce de revival de 504, mais alors c'est la voiture juste fabuleuse. Même James Bond en rêverait de celle-ci. D'abord, elle a une ligne fabuleuse, un coupé juste magnifique en termes de style automobile, entièrement électrique, rechargeable par induction, c'est-à-dire que la voiture glisse sur le sol, vous avez, comme vous savez, les chargeurs à induction de vos téléphones mobiles, elle se pose dessus, elle se recharge. Il y a 16 écrans digitaux à l'intérieur de la voiture, et elle est même prévue pour être une voiture autonome sur les parcours qui permettent déjà aux voitures d'être autonomes, donc le volant se rétracte à l'intérieur, disparaît, un écran sort, et monsieur et madame, je vais prendre un couple français classique sociologiquement, peuvent regarder un film alors que la voiture roule toute seule. Voilà. On en est là. Alors ça paraît très futuriste. En l'occurrence, ça a permis à Peugeot de faire plein d'expérimentations sur le volant rétractable, sur le chargement par induction, sur des batteries électriques de meilleure qualité, etc., etc. En fait, ce concept car, il sert à quelque chose. Il sert à donner un sens à l'ensemble de la production de Peugeot depuis 2018, où il a été présenté. Donc c'était avant la période de Covid. Il était présenté au Salon de l'Auto. Il a donné lieu à des évolutions du style pour l'ensemble des autres voitures. Et c'est typiquement, en 2021, est sortie la 308 SW. Il y a un petit air de famille quand même entre les deux. Vous avez vu que la carrosserie
Elle est devenue un peu plus angulaire, un peu à l'imitation. Alors il y en a un, c'est un coupé, donc on met que 2 personnes, l'autre c'est quasiment une voiture familiale. Donc il y a des décalages évidemment, mais ça donne un guide. Donc vous voyez, cette idée du concept car, elle n'est pas neutre, c'est donner une idée de ce que l'avenir peut être, ce qui nous permettra d'orienter nos produits pour avancer vers ce but qui sera le but commun pour nous tous. Donc évidemment, on s'est inspiré de ça. On s'est vraiment inspiré de ça. Et pour le coup, on a assumé le fait que nous, designers, on pouvait créer ces concept cars, ces visions design de nos futurs produits, en assumant le fait que c'est un prototype qui permet d'expérimenter le produit, pas autre chose. C'est une vision qui donne une direction à suivre pour l'ensemble des travaux de design, mais pas que, et en l'occurrence de développement également. Et elle vient nourrir les projets au quotidien, notamment en termes d'expérience utilisateur, ce qui n'est vraiment pas neutre. C'est-à-dire que cette vision qui nous projette sur l'avenir nous permet de décliner les éléments qu'on va faire au quotidien. Voilà. Donc une vision design, évidemment, ça ne se fait pas tout seul dans un bureau, dans un placard, hein, ça se fait en collectif. Il y a beaucoup de parties prenantes. Évidemment, on s'appuie sur la stratégie business. On travaille avec le marketing pour pouvoir faire ça. On travaille évidemment avec les devs et tous les aspects technologiques, parce que ça nous permet d'anticiper un certain nombre de choses qu'on pourra faire d'ici 3 ans ou 4 ans. Donc on anticipe des technologies réalistes. On n'est pas en science-fiction. On s'appuie aussi sur des tendances d'usage. On a beaucoup d'études chez Orange sur l'évolution des usages. Donc on s'appuie là-dessus pour pouvoir anticiper des usages à venir. Typiquement, on commençait à avoir monté un certain nombre d'usages digitaux très forts. Je donne en mille, le Covid les a énormément amplifiés. Donc on a des rapports comme ça d'année en année qui nous montrent tous ces décalages et on les prend en compte pour la vision. Et puis la dernière chose, c'est qu'on embarque aussi beaucoup de parties prenantes. Je sais que c'est compliqué parfois d'embarquer des parties prenantes et demander finalement leur avis ou de prendre des insights de groupe un peu large, mais c'est important, parce que comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui va embarquer l'ensemble de l'équipe. Donc si vous embarquez dans la construction un groupe assez large, ce sera encore plus facile d'embarquer plusieurs centaines de personnes. Alors, et là évidemment, un exemple. Alors un exemple, je vais vous le montrer en image. On a réimaginé l'appli mobile client pour 2024-2025. Et ça, on l'a fait avant le Covid. Donc on avait pris beaucoup d'avance, on s'est dit, tiens, à quoi ça peut ressembler. En l'occurrence, l'appli client d'Orange, elle s'appelle Orange et moi, et il y a à peu près 6 millions, c'est un tout petit peu moins, c'est entre 5,5 millions et 6 millions d'utilisateurs uniques chaque mois qui utilisent cette application. Donc autant vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont dans leur poche et que c'est important pour eux. Ça leur permet de consulter là où ils en sont de leur forfait mobile, là où ils en sont de leur facture. Ils peuvent racheter des options ou des choses complémentaires à leur forfait, etc., etc. Donc c'est vraiment crucial pour nous. Donc on l'a réimaginé et on a eu un plan de vol, une espèce de feuille de route qui était très longue, beaucoup d'ateliers les uns derrière les autres. Je ne vais pas les détailler tous, je vais faire quelques focus. Ça allait de sondage jusqu'à des travails en atelier avec les product management teams, etc. Donc effectivement, il y a eu beaucoup d'éléments. La première chose, c'est aligner les parties prenantes, ça c'est important. La première chose, c'est de dire que si on travaille cette vision, il faut bien que ce qui va sortir corresponde à ce que tout le monde a dans la tête, en tous les cas, pour ce qui est le marketing et les gens qui sont à la tête du produit. Donc en l'occurrence, le Product Management Team doit être totalement aligné là-dessus, les business owners de la même manière. Et ça, c'est important. Et répondre finalement à quelques questions simples. Hein. C'est quoi la promesse du produit? C'est quoi les bénéfices pour le client? Les principaux objectifs? Et 3 facteurs clés. Vous voyez, c'est même encore plus court que la carte postale qui était présentée au départ. C'est vraiment... Si là, vous signez de votre sang, ça veut dire que derrière ce qu'on designera, on ne sera pas à côté de la plaque. La deuxième chose, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on s'est beaucoup inspiré des insights sociétaux qui montraient les évolutions d'usage. Donc pour le coup, on a fait énormément de veille sur l'évolution des usages en France. Puis vous voyez, là, elle a même été remise à jour suite au Covid. Il y a des éléments qui ont changé parce que le Covid est passé par là et a digitalisé encore un peu plus les usages. La RSE, par exemple, a été prise en compte là-dessus. C'était des éléments qui étaient des signaux faibles qu'on voyait il y a quelques années, qui sont devenus des signaux forts, finalement. Donc on l'a intégré complètement là-dedans. Évidemment, on fait ça dans un marché. Donc pour le coup, on a beaucoup benchmarké aussi la manière dont se faisait un certain nombre d'applis clients, et on est allé voir des applis très très larges à travers le monde. Alors qu'on a vraiment benchmarké, ça, on est vraiment devenu client de tous nos concurrents, et pas simplement en France, pour voir comment ça se passait et ce qu'on pouvait faire avec.
évidemment, on est des designers, donc on a essayé de modéliser finalement toute cette pensée. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des concept models. Pour les designers de la salle, c'est un outil qui est utilisé avec beaucoup de précautions. Je peux le dire même si je suis enregistré parce qu'il est éminemment casse-gueule. Ça permet pour les designers de synthétiser leurs pensées et de voir finalement les relations entre les différentes fonctionnalités dans un même produit. C'est très compliqué à partager à une équipe un peu large parce que ça paraît très très éthéré et complètement hors du chapeau. Mais c'est un outil qui est très très puissant quand on le maîtrise bien et quand on le fait bien, en l'occurrence. Là, ça a permis à l'ensemble de l'équipe de s'aligner. Évidemment, derrière, on a prototypé. Parce qu'à un moment donné, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les product vision qui ne sont que des tableaux Excel ou des déclarations d'intention, ça ne marche pas. Il faut qu'on lui donne une tangibilité. Donc on a prototypé ça, on a fait à peu près 15 scénarios dans l'appli Vision et un peu plus de 100 écrans qui ont été draftés au départ et qui ont été maquettés ensuite. Vous ne voyez rien de stratégique ici parce que pour le coup, il n'est pas sorti encore la nouvelle. Et puis derrière, on l'a repartagé. On a fait beaucoup d'ateliers, de workshops, sous format Gallery Walk la plupart du temps, où on a présenté l'ensemble de ce travail aux business owners. Il se trouve que chez Orange, on a une direction digitale, donc qui est quand même partie prenante de l'ensemble de nos services digitaux, donc c'est important que l'ensemble du codir de cette direction le voit. J'en fais partie, donc c'était beaucoup plus simple d'aller toper aux portes de mes amis de la direction digitale. Les designers de l'application et de l'espace client ont été évidemment mis dans la boucle, les différents PO, les epic owners, les développeurs. On a fait énormément de présentations pour reprendre les retours et les insights de tout le monde. On n'a pas tout gardé. Là, je vais être très honnête avec vous, on n'a pas tout gardé. On a gardé des partis pris forts, et en l'occurrence, on a demandé surtout aux gens ce qui leur plaisait, ce qu'ils considéraient comme mettant des fonctionnalités top pour l'avenir, sur lesquelles il fallait vraiment qu'on mise, pour aligner tout le monde sur ça. Là où ils avaient des questions, et en troisième passe, là où, franchement, ils pensaient qu'il y avait un gros problème. Donc vous voyez, on avait un niveau de granularité qui était très large quand on leur montrait les choses. Ce qui marche bien ou ce qui ne marche pas du tout. L'entre-deux, c'est notre affaire. Donc ça a permis d'aligner le prototype, et puis il a été évalué. On l'a testé avec des utilisateurs, parce qu'on voulait quand même être certain que ce qu'on allait proposer d'ici quelques années allait être correctement appréhendé, compris, pris en main par nos clients cibles. Donc on a tout retesté. On a fait des focus groups, on a fait 24 clients avec des segments d'âge différents. Sauf que chez Orange, on a un panel d'âge qui est très très large. Donc on a pris des plus jeunes et des plus vieux. Quand je dis des plus jeunes et des plus vieux, ça peut être des très jeunes et des très vieux. Donc on a vraiment un panel qui est assez large. On l'a fait sous forme de focus group dans un premier temps et ça a été retesté ensuite dès que le prototype a été viable avec des tests utilisateurs. Et puis au final, et je suis désolé parce que je ne vous le montrerai pas, parce que c'est un asset stratégique pour le coup pour nous aujourd'hui. On a une vision. On a une vision. Et en l'occurrence, non, je ne l'ai plus dans la poche, je l'ai dans mon sac. Donc ne me volez pas mon sac, j'ai mon mobile. J'ai l'appli Vision qui présente ces 15 scénarios, ces plus de 150 écrans qui ont été prototypés dedans et qui a permis d'aligner tout le monde. Ça a été présenté lors des PI Planning, c'est régulièrement revu pour un certain nombre de réunions, ça a été présenté en direction générale pour que tout le monde soit aligné. Et ce qui nous a fait plaisir, c'est qu'au-delà de ce travail qui a été de longue haleine, ça nous a pris à peu près 7 mois entre le démarrage et la fin du prototype viable. On nous a dit, OK, est-ce que vous ne pouvez pas aller encore un cran plus loin? Parce que là, vous avez fait du digital only, est-ce que vous ne pouvez pas faire du digital qui interagit avec la boutique? Donc on est en train de travailler sur la V2 du prototype, exactement comme un concept car. Le concept car, celui de 2018 de Peugeot, c'était celui de 2018. On est en 2022. Je vous fiche mon billet, qui est un nouveau concept car chez Peugeot qui est présenté cette semaine. Je ne suis pas encore allé le voir, donc je vous laisse aller le découvrir. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est effectivement voilà, tous les scénarios qu'on a fait. Donc là, vous avez un petit storyboard des différentes actions qu'on peut faire. Là, pourquoi c'est très frustrant, c'est qu'en fait, jeudi, donc dans 2 jours, il y a une présentation de ce qu'on appelle chez Orange la feuille de route. Donc la feuille de route, c'est tout ce qu'on va faire pour l'année prochaine. On l'a transformé en film pour le faire. Donc, je ne peux pas vous le montrer, parce qu'il n'a pas encore été montré là-dedans, donc je suis désolé. Venez nous voir chez Orange, on pourra partager tout ça. Je l'ai dans ma poche sur le mobile si vous voulez qu'on en parle. Je serais ravi de répondre à toutes vos questions. Je vais juste faire 3 éléments de conclusion, parce que c'est un truc qui est assez magique, je trouve, dans ce qu'on a vécu là-dessus.
En 2018, Orange se lance dans une transformation d'agilité à l'échelle. Avant 2018, il y avait très peu de projets agiles. En 2018, on décide de basculer intégralement en agilité en mode produit. En 2020, on a lancé le chantier Vision. Il nous a fallu 2 ans pour se rendre compte que réellement, il y avait quelque chose qui manquait dans les PI planning et qui ne permettait pas d'aligner correctement tout le monde. Donc on a lancé ce chantier en 2020. On est en octobre 2022. Aujourd'hui, j'ai 7 visions qui ont été délivrées sur les parcours d'achat, d'assistance, l'application client, je l'ai dit, la télévision, les interfaces conversationnelles, on l'a fait aussi sur nos chatbots et l'avenir de nos chatbots pour voir jusqu'où on pouvait aller. Le Figital, elle est quasiment terminée, mais on va pouvoir faire des trucs fabuleux dans le Digital In-Store bientôt chez Orange. Et on a même obtenu le droit d'aller travailler sur les outils conseillers grâce à ça. Donc les outils qu'ont les conseillers qui sont dans les boutiques. On est déjà en train d'inventer l'outil, le step d'après. Pour moi, évidemment, ça a été une grosse... un gros remerciement du travail qui a été fait. C'est surtout un remerciement du travail qui a été fait par l'ensemble des équipes, parce que Dieu sait qu'il y a quelques designers qui ont beaucoup travaillé pour obtenir ce sujet-là. Ça a permis une chose, et c'est avec ça que je voudrais terminer, c'est que ce travail de vision, il a, même si on travaille déjà main dans la main, mais je trouve qu'il a renforcé encore le travail des product managers, des designers, des devs. Aujourd'hui, on sent qu'il y a vraiment un triptyque qui est extrêmement important et qui prend en main l'avenir des produits sur lesquels ils travaillent. C'est grâce à ça. Merci beaucoup. Cette fois-ci, on a le temps pour des questions. Donc si vous avez des questions, levez la main. Je l'ai vu en premier, désolé. Il y aura jusqu'en haut. Oui, bonjour. Bonjour. Il y a quelque chose qui me fait un petit peu peur dans cette démarche, c'est qu'est-ce qui nous sort d'un cycle en V? Un grand classique. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant. La première chose, il se trouve que je suis arrivé chez Orange il y a 4 ans. Je vous ai dit qu'on a démarré l'agilité en 2018, donc vous voyez à peu près quand je suis arrivé, juste avant. Je suis arrivé en septembre 2017 pour basculer l'équipe de design de non agile, parfaitement cycle en V, à totalement agile, l'ensemble des designers dans des équipes agiles. La première chose que je leur ai dite, c'est on va arrêter, et d'ailleurs ça c'est un concept de Jeff Gothelf dans le l'INUX, il faut arrêter le big design upfront. Donc le concept des designers qui dans les cycles en V disent ok, je t'ai fait la maquette et toi dev, t'es gentil, tu déploies. C'est à peu près le concept. Je le caricature un peu, mais c'est comme ça que Jeff Gothelf le présente. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche parce que les designers, les développeurs et les product managers sont assis à la même table et travaillent ensemble sur l'avenir du produit sur lequel ils font. Donc ça, pour le coup, c'est la base. La différence avec le cycle en V là-dessus, c'est qu'on sait que ça, c'est jetable. Tout ce que je vous ai montré, même si ça prend beaucoup de temps, et qu'on assume le fait que ça prenne du temps et forcément de l'argent, il ne faut pas se leurrer, c'est de l'investissement, c'est jetable. Ce n'est qu'une vision de l'avenir. Mais bien malin, celui qui pourra nous dire exactement ce qui va se passer en 2025. Si on a la 9e vague du super Covid et qu'on est encore plus digital, ça se passe comment? Personne n'avait prévu le Covid quand on a démarré cette première vision. Personne. Pour le coup, ça nous a rattrapés quasiment. Ça nous a permis et ça nous a poussé à faire évoluer un certain nombre de choses. Donc pour le coup, ce n'est qu'un exercice, j'allais dire, pas d'artiste, parce que ce n'est pas les designers seuls, c'est en lien avec la stratégie, c'est en lien avec la stratégie produit et la stratégie marketing, la stratégie business. Mais c'est un élément qui est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un asset qu'on met au milieu de la table qui permet la discussion. Et tout à l'heure, d'ailleurs, Marty ne disait pas autre chose quand il parlait du prototype qu'on met, et comme ça tout le monde peut discuter autour du prototype. C'est le même concept. Si ce n'est le fait que quand on est dans une start-up et qu'on lance un produit qui peut être relativement simple, là aussi je vais caricaturer, mais c'est pour me montrer les deux bouts finalement, les deux extrêmes. C'est facile de dire le produit peut ressembler à ça, puis on va le faire petit à petit, puis on va le faire évoluer. Okay. Quand on est Orange, quand on a un produit où sur l'espace client, il y a à peu près 200-250 personnes qui travaillent, c'est très compliqué de faire ça. C'est plein d'équipes agiles différentes et on est obligé de leur donner un cadre et une ligne directrice sur l'avenir qu'ils construisent ensemble. Par contre, on assume parfaitement. Quand on leur a montré, et notamment quand on leur a montré au PI Planning, ça a été l'avenir peut ressembler à ça. Sur la base de ce que vous avez eu en brief marketing, en brief business, ça peut ressembler à ça. Est-ce que vous avez envie d'aller vers ça ou est-ce que... Voilà, on le challenge ensemble. Donc c'est certainement pas un modèle cycle en V.
Et pour le coup, on sait, et on le voit, d'ailleurs, on voit sur les produits qui sortent au jour le jour, on voit un décalage déjà avec le concept qui a été pondu en 2020. On le voit aujourd'hui. Mais c'est assumé, c'est parfaitement assumé. Et pour le coup, d'ailleurs, je parlais de la feuille de route. La feuille de route, on la refait tous les ans. Donc on refait des vidéos tous les ans, en fait, qui permettent de réajuster en fait, par rapport à la réalité. On est obligé de faire ça. Mais c'est un élément et de com et de fédération d'équipe. Pas plus que ça. Il ne faut surtout pas lui donner une autre valeur que ça. Mais c'est une énorme valeur quand on travaille dans l'agilité à l'échelle. Bonjour. L'analogie avec le concept car, un concept car, enfin je sais pas, je ne travaille pas chez un fabricant automobile. Est-ce qu'on repart d'une feuille blanche tous les 4 ans? Ou est-ce que c'est la vision que vous sortez, elle va évoluer organiquement au fil du temps? Qu'est-ce qui vaut mieux? Repartir d'une page blanche ou pas? C'est une bonne question. Et là, pour le coup, comme je l'ai dit, on est très humble là-dessus parce que c'est une histoire qu'on écrit au fur et à mesure où on la vit. Donc on s'était dit au départ que ce qu'on avait créé en 2020, arrivé à 2024, on le jetait. En fait, ce qu'on est en train de faire, c'est l'adapter pour voir s'il y a des trajectoires qui changent drastiquement. Typiquement, la RSE, je disais, c'est un signal faible qu'on avait identifié, qu'on a, et là aussi je vais être très humble, qu'on a maltraité finalement dans ce qu'on voulait faire. On est en train de revoir la manière de le traiter complètement. Donc, on va travailler sur le concept qu'on a déjà et on va l'updater. Mais on va l'updater parfois drastiquement sur certains pans. Est-ce que ça fera une version complètement différente? Je ne suis pas sûr. Objectivement, sur les concept cars, ils sont plus ou moins inspirés les uns des autres. Il y a une continuité, je vous ai dit, même le e-Legend de Peugeot, il est inspiré de la 504, donc ils n'ont pas réinventé la roue. Voilà. Donc on ne sait pas, on hésite entre les deux là à date. Il y a peut-être des choses où ça nous demandera une montée de version vraie, très forte. Typiquement sur les interfaces conversationnelles, il y a une première version qui est quasiment finie, là, que j'ai vue il y a 15 jours, qui est en finalisation. On se dit qu'en fonction des technologies qui pourraient arriver d'ici les 2-3 années sur les interfaces conversationnelles, on risque de faire un saut qui va être très fort. Donc pour le coup, on assumera là, le fait de mettre complètement à la poubelle et de ne pas faire de reuse. Pour d'autres, on fera peut-être un peu de réutilisation quand même. Il y a un peu d'écologie aussi à faire là-dedans dans le design, il y a des choses qu'on peut récupérer quand même, qu'on peut remasteriser. Merci. Oui, j'ai une question sur l'équipe qui a monté ça. Enfin, combien il y a eu des designers qui ont travaillé sur le projet et combien de temps ça a pris? Alors, en tout et pour tout. Alors, pour faire le concept là, que j'ai montré un peu plus dans le détail, c'était le premier qui le faisait. Entre le moment où ils ont initié le projet et le moment où ça s'est terminé, où ça a terminé en l'occurrence dans le bureau du directeur général, il a fallu à peu près 7 mois. Alors évidemment, ils n'étaient pas 7 mois à plein temps. Et en l'occurrence, ils étaient 2. Pour faire, enfin, 2 designers pour faire le backbone finalement de l'ensemble de cette vision. Et ensuite, évidemment, ils ont invité pas mal de monde à venir interagir avec eux au fur et à mesure, sur des formes d'ateliers, etc. Mais ils étaient 2 à conduire ce travail-là. Il n'y a pas d'équipe dédiée? Il n'y a pas d'équipe dédiée. Ouais, okay. Non. Alors ça, c'est volontaire. Alors, pour le coup, ça fait partie des choix que j'ai faits en tant que manager. Je considère que il se trouve que l'ensemble de mes designers, dans l'équipe des 100 designers, sont répartis par univers de produits. J'ai choisi d'avoir une organisation qui est de cet ordre-là. Ce qui est plus simple d'ailleurs, parce que pour le coup, ils maîtrisent bien leurs produits. Je souhaite que ce soit l'ensemble de l'équipe d'un produit qui travaille sur sa vision. Donc évidemment, là, il y en avait 2 qui étaient en lead sur le sujet, mais très rapidement, ils ont partagé avec les autres, qui ont tapé la balle avec eux. De fait, c'est pas resté un projet complètement autarcique et sous cloche, pour pas le montrer. Pas du tout. Il se trouve que, pour trahir un secret, ils ont utilisé une période qui est un peu plus faste parfois quand on veut avancer des sujets, c'est l'été. Il y avait pas mal de gens qui étaient partis en vacances, des choses qui se ralentissaient un petit peu, donc ils ont profité de l'été, ils étaient là à 2 en même temps, et pendant 15 jours, ils sont vraiment bloqués du temps pour avancer sur le sujet. Mais très vite, ils ont partagé avec l'ensemble de l'univers. Donc, c'est un projet collectif, vraiment. Il y a eu 2 leads, mais pour le coup, je considère que... C'est pour ça que je suis assez heureux de voir aujourd'hui cette vision qui sont tombées. Je retrouve mes équipes produits, en fait. Donc, ça me fait penser à la méthodologie design fiction. Alors, c'est du futurisme. Bonne question. Je vais peut-être repréciser ce que c'est que le design fiction versus ce que j'ai montré. Design fiction, c'est une manière de se poser des questions sur qu'est-ce que peut être l'avenir et qu'est-ce que peuvent être un certain nombre de services ou un certain nombre de produits dans l'avenir. Alors vous allez me dire, c'est la même chose que la vision.
c'est le sens de votre question. Là où je mets la différence entre le design fiction, et c'est pour ça que je ne l'appelle pas design fiction, c'est que je trouve que le design fiction se projette trop loin. Ça, c'est mon vrai problème. C'est-à-dire que je peux me poser la question de à quoi va ressembler mon produit en 2025, quand je suis en 2022, parce que, en gros, les technologies qu'on aura en 2025, je les connais déjà. Il n'y a pas de grosse technologie émergente ou vraiment une énorme surprise de quelqu'un qui a travaillé dans son coin et qui nous sort un truc. Voilà, mais j'y crois pas. Ça peut arriver, mais voilà. Mais en tous les cas, sur notre secteur, il n'y en a pas. Enfin, en plus, on a des équipes qui sont chargées de l'innovation technologique, donc on les aurait déjà dans le pipe. Donc pour le coup, se projeter simplement à 3 ans, c'est assez sain, parce que c'est un avenir probable, ce n'est pas une fiction. Et réellement, là pour le coup, je mets le curseur un peu dans la finesse là-dessus, parce que c'est pas neutre. C'est-à-dire que si j'étais allé en direction générale, par exemple, pour dire, voilà, pour ton Figital, pour l'assistance, pour l'application client, voilà à quoi ça va ressembler en 2042, je pense que je n'aurais pas été reçu exactement de la même manière. On m'aurait dit, ok, t'es gentil, encore un designer qui a fumé la moquette, et fin de l'histoire. Ce qui est souvent, et là aussi je ne veux pas caricaturer, malheureusement sur le design fiction, c'est souvent un peu éthéré en fait. Donc il faut retomber un peu sur terre. Là, en l'occurrence, notre besoin, c'était vraiment de retomber sur terre. On a besoin d'aligner des équipes sur un produit qu'ils fabriquent au jour le jour. Donc je ne leur invente pas leur avenir dans 15 ans. Je leur invente leur avenir, enfin je leur invente. Je leur donne une piste de visualisation de ce qui pourrait se passer d'ici 3 ans. Pas plus que ça. Et c'est pour ça que là aussi, ça demande beaucoup d'humilité. Hein. On n'est pas des prospectivistes, pas du tout. On est des ingénieurs un peu en avance de phase, mais pas plus que ça. Pas plus que ça. C'est pour ça que j'aime bien le concept du concept car. Le concept car, il paraît très futuriste, mais en même temps, il est très réaliste. Toutes les technologies du concept car, elles existent. Il y avait une question. Dernière question. Désolée. On aura l'occasion d'en discuter après, c'est pour ça que c'est intéressant. Comment faites-vous en sorte pour être aligné en permanence avec les personas et le marché, et à la fois vous diriger vers potentiellement un autre marché, d'autres personas, tout en restant synchronisé avec l'actuel, bref, la poule qui fait l'œuf ou l'œuf qui fait la poule. Ça va me faire une fin pour ce talk qui est fabuleuse. Suffit d'être agile. Non, au-delà de la blague, c'est un travail de tous les jours, c'est-à-dire qu'en fait, on évolue en permanence les éléments. C'est-à-dire que, oui, effectivement, quand on lance un produit dont on sait qu'il va chercher un nouveau créneau de population, bah, pour le coup, on est obligé de retravailler d'une feuille blanche. Parfois, c'est des choses qu'on avait déjà dans les cartons et là aussi, qu'on remixe ou qu'on remasterise, comme je le disais tout à l'heure, mais on est obligé de s'adapter et de modifier les choses. Là, on savait qu'on restait sur les mêmes segments de population. On savait par contre que cette population, ses besoins changeaient et ses envies changeaient. Donc ça, pour le coup, on l'a pris en compte. Mais je n'ai pas à date dans mon escarcelle de produits totalement nouveaux pour un segment qui n'existerait pas chez Orange. J'ai l'immodestie de dire parfois, en fait, on travaille pour la moitié des Français, donc autant dire qu'on travaille quasiment pour tout le monde. Quand j'étais en agence, ça me rendait fou quand Orange me disait ça, mais c'est vrai. En fait, je parlais de l'accueil d'Orange.fr, c'est 28 millions de visiteurs uniques chaque mois. Oui, 28 millions, c'est la moitié des Français en fait, qui se connectent sur la page d'accueil. Donc forcément, la moindre chose qu'on fait, c'est pour tout le monde. Ça va du gamin qui vient de recevoir son premier mobile parce qu'il rentre au collège, jusqu'à la mamie qui a 85 ans et qui ne veut absolument pas abandonner sa ligne fixe en cuivre. On a ça, avec tout ce que ça comprend entre les deux. C'est chouette. Merci beaucoup, Eric. Merci à vous.